Salut à tous. Alors, je comptais pas faire une vidéo sur les présentations de résultats comme première vidéo, enfin plutôt deuxième vidéo de la chaîne, mais bon, si vous êtes là, je pense que vous avez compris pourquoi. Les résultats d'NVIDIA, ils sont clés dans le marché actuel. C'est NVIDIA qui a bien tiré le marché en fait depuis maintenant 6 mois, avec une hausse de 220%, donc ça a triplé depuis le 1er janvier. Énormément d'attentes sur ces résultats, on va en parler. Donc voilà, ça valait quand même le coup. Je tiens à remercier à tous ceux qui m'ont envoyé leur patrimoine, leur portefeuille, etc. Ce sera le sujet de la prochaine émission. Je vais voir deux portefeuilles, probablement un petit et un plus gros. Merci à tous. Je ne vais pas vous répondre. J'en ai reçu quasiment une centaine, pour que vous ayez une idée. J'ai reçu quasiment une centaine de portefeuilles. Donc je vais prendre ceux qui m'ont donné le plus d'informations, le plus de graphiques, le plus de données, etc. Et puis sur lesquels aussi on peut parler pas mal. Bref, parlons un peu des résultats de NVIDIA. Alors déjà, le but, moi, c'est aussi de vous montrer concrètement comment je fais quand il y a des résultats comme ça qui tombent. Moi, ce qui m'intéresse sur les résultats d'NVIDIA ici, c'est moins les chiffres en fait que ce qu'ils racontent et voilà, quelle est leur vision en fait des prochains mois, parce qu'il y a énormément d'attentes sur la croissance de NVIDIA. Donc ce que je fais, c'est tout simple, c'est que je vais NVIDIA, voilà, Investor Relation. Donc je tape NVIDIA Investor en général, quels que soient les résultats que je veux regarder. Il y a chaque boîte a sur son site internet une partie qui est dédiée aux investisseurs. En général, il y a un onglet Events, un onglet Results, présentation, enfin bon, peu importe. Et on peut écouter donc en replay le plus souvent, parce que les résultats, notamment américains, ils sont souvent après la clôture, donc c'est compliqué, mais c'est pas très grave. De toute façon, on est rarement à un jour près, honnêtement. Et voilà, je trouve les résultats du second quarter d'NVIDIA. Et là, je peux écouter le webcast. Alors, il se trouve qu'ici, il n'y avait pas de slides pour le webcast, donc aucun graphique, rien du tout. En tout cas, je les ai pas vus. Je suis peut-être passé à côté, mais je crois pas. Donc, c'est pas la peine qu'on regarde ça ensemble. En plus, comme quasiment tous les résultats, ceci dure 1h04 exactement de présentation. Donc, toujours à peu près pareil, il y a à peu près une demi-heure de présentation par le PDG et puis la CFO, la DAF si vous voulez, et puis à peu près une demi-heure de questions-réponses des analystes. On ne va pas passer une heure, je vous rassure tout de suite. Moi j'ai une autre technique. Alors bon, il se trouve que j'ai écouté parce que j'aime bien entendre le ton. Voilà, donc ici après, si vous cliquez sur Play, vous avez le webcast qui dure 1h04 si vous êtes vraiment très patient, avec à peu près donc moitié-moitié. Je dis ça, c'est pour NVIDIA, mais globalement, pour que vous ayez une idée, à peu près moitié-moitié de le haut management qui parle et puis les analystes qui posent des questions. Mais j'ai un super truc à vous montrer que j'utilise aussi beaucoup, c'est les transcripts. Et ça, Zone Bourse, ça fait encore un gros bond en avant, parce qu'il y a beaucoup d'améliorations qui est fait chez Zone Bourse, mais pas beaucoup de pub, pas assez en tout cas pour moi, qui est faite autour de ça. Donc par exemple, quand il y a des résultats qui tombent, vous allez sur Actualité. Alors mon ordi est un peu lent parce que je suis en train d'enregistrer l'écran en partage, etc. Mais bon, dans NVIDIA, vous avez Transcript, et là vous avez, vous voyez, d'hier soir, le transcript du call, tac. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement mis ça dans Word, comme ça on pourra... Je les ai déjà fait, en fait, j'ai déjà enregistré la vidéo et puis le son n'a pas pris, donc je suis obligé de le refaire pour la deuxième fois. Voilà, donc j'ai déjà highlighté les points importants. Donc qui nous allons écouter aujourd'hui, enfin ou plutôt lire, vu qu'on va partir du transcript. On va écouter le PDG d'NVIDIA, Jensen Huang, et puis la DAF, la Chief Financial Officer, la directrice financière, qui est Colette Kress. Donc, je vous passe un petit peu le blabla. Les résultats qui sont annoncés dès le début, ils sont exceptionnels. Un trimestre exceptionnel. Donc, le trimestre en termes de chiffre d'affaires s'est élevé à 13,5 milliards. Alors, ça vous parle peut-être pas, 13,5 milliards, mais je vous ai mis ici à gauche les résultats annuels d'NVIDIA. Et en annuel, en 2019 et en 2020, ils ont fait 11 milliards. C'est-à-dire qu'on a fait plus en un trimestre que toute l'année 2019 ou que toute l'année 2020. Une hausse donc complètement
exceptionnel. Déjà, le trimestre précédent avait été record, ce qui avait fait exploser donc l'action Nvidia en bourse. En plus, ils avaient annoncé un outlook, donc des guidance, donc une vision future, si vous voulez, qui était déjà hyper élevée. Ils nous refont la même, c'est-à-dire que non seulement ils publient des résultats qui sont dingues, une croissance surtout qui est complètement dingue, croissance de 88% par rapport au sequentially, ça doit être par rapport au trimestre précédent, et de 100% à l'année. Donc c'est complètement, c'est vraiment des résultats qui sont fous, en fait une croissance qui est complètement dingue, et ils expliquent d'où ça vient dès le début. Ça vient de leur division Data Center. En fait, la division Data Center, elle a atteint un chiffre d'affaires record de 10 milliards, en hausse de 141%. Et en fait, de quoi on parle quand on parle de ce data center qui a triplé donc d'une année sur l'autre? En fait, c'est des services qu'ils fournissent à la fois aux entreprises de cloud et puis aux plus grosses boîtes d'Internet. Donc, on parle ici clairement des GAFAM. Donc, en fait, du côté du cloud, on a bien sûr le champion du cloud qui est Amazon avec sa division AWS. On a Google Cloud, on a Microsoft, on a Oracle. Et puis, dans les grosses boîtes Internet qui ont aussi de gros besoins sur cette partie-là, on a Google, mais pas pour la partie cloud. On a Meta, on a voilà, tout le monde, Netflix, etc. Tout le monde a besoin, en fait, d'avoir ces calculs ultra rapides faits avec la plateforme d'NVIDIA. Et en fait, cette croissance sur la partie data center, elle vient d'où? Elle vient quasiment uniquement des États-Unis. Ça paraît assez facilement compréhensible. Du côté de l'Europe, on n'a aucun champion d'Internet, on n'a aucun champion cloud en Europe. Donc voilà, vous savez où sont situés Alphabet, Amazon, Microsoft, tous les géants, Meta, etc. Ils sont tous aux États-Unis. Donc c'est là qu'est la croissance. Bien sûr, l'autre champion d'Internet, c'est la Chine. La Chine ne représente historiquement que 20 à 25% de la demande chez Nvidia. Et du côté chinois, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que c'est une relation commerciale qui est de plus en plus réglementée. Vous savez que les États-Unis ne veulent pas que la Chine puisse acquérir du matériel de trop haute technologie en fait, et puisse faire exploser aussi ses champions. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils limitent. Il y a d'énormes restrictions sur le commerce, et notamment sur cette partie-là, sur donc ces puces graphiques. Et ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fait, ils n'anticipent pas de problème en fait, d'impact réel sur leurs résultats financiers à court terme. J'ai envie de dire, tu m'étonnes, vu les États-Unis, à quel point la demande explose, ça suffit largement à faire exploser leurs chiffres. Mais sur cette partie restriction commerciale, ils disent quand même que, voilà, à long terme, ça va amener à une perte permanente, une perte chiffrée, aussi une perte d'opportunité pour l'industrie américaine dans son ensemble, sur l'un des plus gros marchés du monde. Donc voilà, c'est un des petits nuages dans ce ciel très bleu d'NVIDIA. Je vais en citer 2-3 autres dans la suite du call. Ce qui nous explique, donc, c'est que effectivement, les providers de cloud, donc Amazon, Microsoft, en tête ont été de gros demandeurs. Même chose pour ce qu'ils appellent les Consumer Internet Companies, donc avec notamment Alphabet, Meta, etc. Et ils citent l'exemple de Meta, et ça je l'avais déjà vu dans les résultats de Meta, c'est que Zuckerberg avait dit que, notamment sur la partie Instagram, mais même sur Facebook, c'est qu'en fait, ils vont de moins en moins sur un mur, en fait, qui est vos abonnements, voilà, les gens à qui vous êtes abonnés. Ils font de plus en plus de recommandations, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont remarqué, vous savez, ce qu'on vous propose, que ce soit sur TikTok, Insta, Facebook, etc., c'est des choses qui sont accrocheurs, qui ont été testées sur d'autres utilisateurs et voilà, qui attirent votre attention. Donc, utilisez l'intelligence artificielle sur Instagram, ça leur a fait augmenter le temps d'utilisation sur Instagram de 24%, ce qui est quand même énorme. Et plus vous passez de temps sur Insta ou sur n'importe quelle plateforme, plus vous voyez de pubs, et donc plus vous avez des revenus pour Meta. Donc on comprend que Meta soit excité par cette affaire d'intelligence artificielle. Voilà, et puis grosse demande bien sûr sur tout ce qui est intelligence artificielle générative, puisqu'il faut entraîner les modèles sur un nombre de données, faire des calculs de manière complètement incroyable, et il y a aujourd'hui quasiment que Nvidia qui est capable d'apporter ce genre de plateforme. Et ce qu'ils disent, bien sûr, c'est aussi leur pub, c'est que toutes les industries, pas juste le cloud et Internet, peuvent bénéficier de l'intelligence artificielle générative. Alors ensuite, c'est assez technique, honnêtement, le call d'NVIDIA, je suis loin d'être un spécialiste, donc j'ai passé sur les parties techniques. Donc voilà pour la partie
data center. Alors, la partie data center, historiquement, j'ai mis à gauche je ne sais pas si vous les voyez, mais ce que donnait en fait la répartition du chiffre d'affaires les années précédentes. Ce qui faisait la réputation d'NVIDIA, on le sait, c'est le gaming. Hein, bien sûr, c'est les cartes graphiques de NVIDIA qui représentaient en 2020, alors ce n'était pas le même NVIDIA, on l'a vu tout à l'heure, hein, ça a quadruplé le chiffre d'affaires depuis, mais ça représentait à peu près la moitié, 48% du chiffre d'affaires d'NVIDIA. Aujourd'hui, le gaming, il a rétréci à 31%. Les autres parties, donc tout ce qui est automobile, Pro Visualization, etc., ça a aussi réduit. Et ce qui a explosé, c'est la partie data center. Donc là, on a vu le gros explosion de la demande sur les produits data center aux États-Unis. Maintenant, sur la partie gaming, on retourne un peu sur Terre. Alors, attention, on parle quand même de 2,5 milliards de chiffre d'affaires, on parle quand même d'une hausse de 11%. Mais voilà, on est dans des chiffres de croissance qui sont normaux. Même chose pour la partie Professional Visualization. Déjà, on a un chiffre d'affaires de 300 millions, donc on voit qu'on commence à être une goutte d'eau par rapport au data center. Et puis, on parle de croissance de quoi? De 28%. La partie automobile, on pourrait s'attendre à beaucoup plus vu l'essor des voitures électriques, mais on a une croissance que de 15%, etc. Donc voilà, on voit les résultats d'NVIDIA, ils sont drivés par une seule chose, c'est l'intelligence artificielle et puis ce qu'ils appellent le calcul haute performance. En fait, on en parlera un petit peu après. En termes de marge, c'est complètement fou. On a une marge de 70%, marge brute de 70%. Donc, c'est vraiment des chiffres qui sont énormes. Ensuite, il parle de l'outlook. En fait, il parle du futur. Et là, c'est assez joli, puisqu'ils disent que pour le troisième trimestre de 2024, alors ils ont un an de décalage NVIDIA, hein, donc on parle en fait du troisième trimestre de cette année. Donc la demande pour la plateforme data center, là où on trouve l'intelligence artificielle, elle est énorme. Elle est énorme, cette demande, et elle est basée sur tous les clients et sur tous les secteurs. Et cette demande, elle est tellement forte qu'en fait, ça leur donne de la visibilité jusqu'à l'année prochaine. Et, point important, ils parlent maintenant de l'approvisionnement. Ils disent que l'approvisionnement sur les prochains trimestres va continuer à graduellement augmenter, puisqu'ils vont diminuer le cycle en fait, de production et qu'ils travaillent avec leurs fournisseurs pour rajouter de la capacité. Alors pourquoi est-ce que ça c'est un point clé? C'est un point clé parce qu'il faut savoir que NVIDIA, ils designent des cartes graphiques, mais NVIDIA ne les fabrique pas. Elles sont fabriquées par TSMC ou d'autres fabricants, donc ils ont une grosse dépendance. Et on l'a vu, des problèmes de supply chain, ça arrive parce qu'il y a trop de demandes dans des usines, il y a parfois des problèmes d'approvisionnement de matières premières, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être des blocages commerciaux dus à une politique agressive, soit de la Chine, soit des États-Unis, etc. Ça peut être des embouteillages dans les ports, donc bref, ça peut être plein de choses. Et là, il nous rassure en disant, pas de souci, on a à la fois une énorme demande, mais en plus, on va être capable de la livrer. Et là, c'est deuxième petit nuage sur la partie approvisionnement, parce que là, c'est NVIDIA qui nous parle, qui nous dit, oui, c'est bon, il n'y a pas de souci. Moi, j'aimerais peut-être regarder, en tout cas, je suis pas, oui, j'ai oublié de le dire, je ne suis pas actionnaire d'NVIDIA et je ne compte pas l'être à court terme, mais ça m'intéresse parce que je suis investi dans d'autres semi-conducteurs, dans d'autres boîtes qui sont quand même très liées à ce marché-là. Mais clairement, ici, je n'ai pas la vision de TSMC ou des autres, et ça peut être un deuxième petit nuage, ou en tout cas une interrogation de savoir la demande, si elle est là, et là, ça je veux bien le croire, la demande qui est là à court terme, est-ce qu'elle va pouvoir être remplie? Voilà, donc ils attendent 16 milliards pour le troisième trimestre de chiffre d'affaires, plus ou moins 2%, donc voilà, ça va continuer à croître, et même les marges, qui étaient pourtant assez dingues, vont continuer à croître, puisqu'ils parlent d'une marge de 71%, donc ils vont réussir à gratter un petit point de marge pour le troisième trimestre. Ensuite, on passe aux questions des analystes. Alors, pas mal de questions assez techniques. C'est pas la peine que je vous en parle parce que j'étais largué, en gros, puis c'est pas trop ce qui m'intéresse. Moi, là, j'étais plutôt sur le storytelling. Et en fait, on y arrive assez vite à ce storytelling où le PDG nous dit, voilà, en fait, pour comprendre le marché où on en est, c'est qu'on a à peu près $1 trillion. Alors, attention, on parle bien ici en langage anglo-saxon. Hein. C'est pas forcément le même trillion qu'en Europe. Mais bon, il y a des data centers dans le monde pour un équivalent d'à peu près $1 trillion dans le cloud, dans les entreprises, etc. Et ils expliquent qu'en fait, ce $1 trillion de data center est en train de complètement transitionner de l'informatique classique, on va voir, à ce qu'ils appellent Accelerated Computing. En français, on parle plutôt de calcul haute performance. Et puis, il est en train de basculer aussi du côté de l'intelligence artificielle générative. Et donc, il dit qu'il y a deux
deux mouvements en fait qui ont lieu simultanément, qui expliquent pourquoi la demande explose. Du côté des calculs de performance, c'est parce que c'est beaucoup plus cost-effectif, c'est beaucoup plus efficient pour les coûts, ça demande beaucoup moins d'énergie, on sait que l'énergie est de plus en plus chère, et voilà, c'est le moyen le plus efficace. Et puis, on sait qu'il y a d'énormes besoins du côté de l'intelligence artificielle générative parce qu'il faut entraîner les modèles sur un nombre de données dingue avec un nombre de paramètres dingue, et ça permet donc d'avoir des modèles beaucoup plus puissants et fiables. Et ce qu'ils disent en fait, c'est que cet énorme shift donc de ce trillion de dollars en gros d'une technologie à une autre, ça va faire un appel d'air énorme, puisqu'ils estiment que sur ce trillion de dollars, il y a 0,25 trillion, donc un quart, qui va devoir être dépensé chaque année. Donc en fait, c'est le CAPEX, les investissements, toutes ces boîtes-là qui ont ce trillion de dollars de data center, ils vont être obligés de réinvestir à peu près un quart du montant chaque année pour faire cette monstrueuse transition. Bien sûr, dans cette transition, il n'y a quasiment qu'un seul acteur aujourd'hui qui est au niveau, c'est Nvidia, ce qui explique donc l'incroyable performance de la boîte. Et donc voilà, ils ont cet énorme appel d'air basé sur ces deux trucs, quoi. Calcul de performance et intelligence artificielle générative. Et ce qu'il dit aussi, et ça c'est très intéressant, pour lui, c'est pas du court terme, c'est une transition à long terme et qui va donc se passer avec vraiment deux grosses forces. Je passe la suite des autres questions. Alors là, une remarque d'un analyste de Jefferies qui n'a pas eu réellement de réponse plus tard, mais ce qu'il dit, c'est il se rend compte que pour lui, une part clé du succès, c'est le fait qu'en fait, on est maintenant face à un écosystème logiciel en plus de seulement des puces ou bien d'une plateforme hardware. Et c'est là où, dans l'imaginaire, en tout cas dans mon imaginaire à moi, c'est vrai que moi, Nvidia, c'est pas une boîte que je suis comme ça dans ma watchlist depuis un moment, depuis des années, mais pour moi, c'était vraiment un fabricant de puces, de cartes graphiques, si vous voulez. Et c'était pas, comme c'est en train de devenir, vraiment une boîte qui devient clé en fait pour tous les géants qui font de l'intelligence artificielle, tous ceux qui font du cloud, pour vraiment avoir des outils de calcul qui sont au niveau. Donc c'est pas juste un fabricant, en fait, on est vraiment au-delà et c'est vraiment un écosystème. Donc c'était là où je trouvais la question de Jefferies intéressante. Alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Citigroup, je ne sais plus ce que c'était, je vous passe les questions techniques. Et là, question très intéressante de Morgan Stanley, parce qu'il nous donne une vue un peu de l'analyste. Cet analyste, il couvre l'industrie, il couvre le secteur, okay, donc il parle aussi à des clients de Nvidia. Et il dit, ce que je trouve vraiment remarquable dans ces chiffres, c'est à quel point la demande est insatisfaite, en fait, en parlant à certains clients d'Nvidia. Donc c'est bien, parce que ça donne quand même un point de vue un peu extérieur. Et il dit que vous avez donc ils ont triplé leur chiffre d'affaires en 2 trimestres, mais que apparemment la demande elle est plusieurs fois ça en fait, parce qu'ils sent en fait cette demande en parlant aux clients. Et donc ils demandent à quel point est-ce que cette demande non satisfaite, elle se situe. Est-ce qu'il a une visibilité à propos de l'année prochaine? Bon, on a déjà eu un petit peu une réponse là-dessus. Donc ce que répond Jensen Huang, donc le PDG, il dit qu'ils ont une excellente visibilité donc pour cette année et puis pour l'année prochaine. Et là, il nous ressort en fait son storytelling qui dit, pour la demande, en fait, le moyen le plus simple d'y réfléchir, c'est de vraiment comprendre que le monde est en train de transitionner de l'informatique standard au calcul haute performance, à l'accelerated computing. Et il nous explique que c'est un shift monstrueux qui est en train de se passer parce que les entreprises ont besoin d'être plus efficientes en énergie, d'être plus efficientes au niveau des coûts pour basculer dans l'intelligence artificielle et ces calculs de performance. Calculs de performance, j'ai essayé de regarder rapidement, mais il faudrait que je m'y plonge. Mais c'est vraiment des moyens d'utiliser plusieurs puces en parallèle, etc. pour limiter en fait l'impact sur le CPU et puis pour accélérer vraiment les calculs. Et apparemment, ils sont vraiment de loin les meilleurs au monde là-dessus. Voilà. Il dit c'est pas une simple application qui drive la demande, c'est vraiment une nouvelle plateforme informatique, une nouvelle transition. Voilà, on est un peu en rêve, là, on voit des résultats qui explosent, et puis on est dans un nouveau monde où il va falloir... on est en train de complètement changer de paradigme. Avec les risques, ça allume toujours une petite... c'est probablement vrai techniquement. À quel point après ça va se rapporter du chiffre d'affaires pendant longtemps, c'est l'autre question. Et justement, excellente question de Goldman Sachs, meilleure question posée jusqu'ici, pour moi. C'est qu'il dit,
voilà, vous êtes dans une position clé pour comprendre l'intelligence artificielle et à quel point vous avez de la visibilité sur les projets de vos clients, parce qu'effectivement, il doit parler à Microsoft, il doit parler de ChatGPT, évidemment qu'il parle de ChatGPT avec Microsoft ou OpenAI, évidemment qu'il parle avec Alphabet, avec Meta, etc. Donc il dit, à quel point est-ce que vous êtes confiant que qu'il y aura assez de use cases, d'utilisation en fait, de l'intelligence artificielle pour gagner de l'argent, en fait, pour obtenir un retour sur investissement qui soit intéressant. Parce que ça, pour moi, c'est vraiment un point principal. C'est que tout le monde s'excite sur l'intelligence artificielle. Ok, je comprends, ça a l'air vraiment dingue. Tout le monde a besoin d'NVIDIA pour ça, pour entraîner les algorithmes. Je comprends aussi. Mais la clé, pour que ça dure longtemps, c'est à quel point Microsoft va pouvoir, et OpenAI vont pouvoir générer de l'argent grâce à ChatGPT, à quel point Meta va pouvoir augmenter son revenu publicitaire grâce à l'intelligence artificielle. Même chose pour Alphabet, parce que là on parle de 24% sur Instagram, très bien, mais les gens ils vont pas non plus rester scotchés à leur écran 4 fois plus parce qu'il y a de l'intelligence artificielle dans Facebook ou Instagram. Et puis la publicité, elle est déjà pas mal ciblée. À quel point on va pouvoir cibler encore mieux la publicité grâce à l'intelligence artificielle pour vous faire acheter plus, ça reste quand même une grosse question. Et c'est ça qui va faire que les milliards qui sont payés à Nvidia pour utiliser leur plateforme, pour acheter des cartes graphiques, etc., à quel point est-ce qu'ils vont être rentabilisés? Pour moi, c'est ça qui fait la différence entre une révolution court terme, voilà, puis un chapeau de paille, un château de cartes pardon, qui va s'effondrer à la fin de l'année ou début de l'année prochaine, ou bien quelque chose de plus durable. Pas vraiment de réponse de la part du PDG. Il nous ressort en fait le fait que l'informatique traditionnelle, à grande échelle, c'est plus la meilleure solution, qu'il y a trop de coûts d'énergie, que c'est trop cher et que c'est trop lent. Et il nous ressort les mêmes trucs. Voilà. Donc en fait, alors je crois que c'est la fin, après il y avait encore des questions du BS ou autre, mais voilà, on arrive un peu à la fin, j'avais rien vu d'exceptionnel. Donc qu'est-ce que je retiens de ça? Moi, ce que je retiens déjà, c'est le storytelling. J'ai fait des vidéos sur Zone Bourse pour parler du storytelling, c'est vraiment un truc clé. Il faut comprendre le storytelling d'NVIDIA, il faut voir à long terme si c'est tenable, parce que ce storytelling, pour y croire, en fait, pour investir déjà, il faut y croire, il faut voir aussi à quel point il est tenable. J'ai pas fait le boulot, mais si je devais faire le boulot, je sais pas si je vais le faire encore, mais il va falloir creuser du côté de TSMC et des fournisseurs à quel point est-ce que l'approvisionnement va être derrière la demande, parce que si l'approvisionnement n'est pas là, ben, on va peut-être se tourner vers des concurrents, parce que ça c'est un autre point, un autre petit nuage, parce que le ciel est très bleu, hein. Donc petit nuage l'approvisionnement. Autre petit nuage, les concurrents, ils sont en train de travailler dessus. Oui, Intel, pour tout le monde, ils sont morts, etc. Mais il n'y a pas qu'Intel, déjà, il y a d'autres fabricants qui peuvent se mettre au niveau. On sait qu'il y a eu d'énormes investissements qui ont été faits un peu partout, pas que chez Nvidia. Donc les concurrents, ils vont s'y mettre. Et personne n'aime être dépendant d'un seul fournisseur. Personne n'aime être dépendant à 100% d'Nvidia. Donc forcément, dès qu'ils vont pouvoir, ils vont utiliser aussi d'autres plateformes, utiliser d'autres puces, d'autres cartes graphiques, etc. Donc voilà, il y a quand même le fait que ce soit un énorme succès, c'est évident. Les chiffres sont là, ça va probablement durer, d'après ce qu'ils disent, sur le 3e trimestre, 4e trimestre, apparemment aussi en début 2024. Sauf que le truc, c'est que Nvidia est déjà énormément valorisé. C'est sur des multiples qui sont complètement hallucinants. Mais d'un autre côté, la croissance est aussi hallucinante, donc on peut comprendre. Donc on est sur 117 fois les bénéfices, donc un PER de 117, donc oui, ça vaut très très cher. Mais quand on regarde aussi les anticipations, des analystes, hop, je vais juste aller voir. Donc sur les années, si je prends donc sur le résultat net, donc ouais, non mais les chiffres, donc là le résultat net, il explose, la marge, on voit qu'il est. Ouais, même la marge brute, elle est encore estimée à 55% là, sur 2024, donc l'année qu'on est en train de vivre pour Nvidia, hein, qui est décalée d'un an. C'est à quel point ça va tenir. C'est ça la clé, à quel point ça va tenir, à quel point les concurrents vont arriver. Et vous savez, moi, je vous le dis tout le temps dans mes vidéos Zone Bourse, moi, je ne suis pas là pour prédire l'avenir. Et là, dans Nvidia, le présent, il est magnifique, mais il y a beaucoup de questions sur l'avenir. Et moi, comme j'aime pas prédire l'avenir, je ne vais pas rentrer dans Nvidia. Et un truc qui me fait bizarre quand même, c'est que le discours d'NVIDIA, on l'a vu, il est 100% positif. 100%. Ils sont vraiment, il y a aucun, ils citent aucun nuage, il y a aucun, attention, on se méfie un peu de ci, un peu de ça.
aucun sur les concurrents, aucun sur l'approvisionnement, aucun sur la demande, rien du tout. C'est magnifique. Et on pourrait se dire, peut-être un petit mot comme à une époque l'a fait Elon Musk sur Tesla, à dire ouais, la boîte elle est un peu survalorisée, faites attention, etc. Non, et ils annoncent un programme de rachat d'actions de mémoire pour 25 milliards, donc ils sous-entendent aussi que l'action est sous-évaluée. Donc ouais, je suis pas fan. En fait, je dis pas du tout qu'il faut pas acheter du Nvidia ou autre, hein. Vous savez, je suis pas là pour donner des conseils, mais moi j'aime pas comme ça. Un PDG qui est trop sûr de lui, j'aime pas ça. Même si c'est vrai, moi, si j'étais à sa place, même si c'était vrai, je mettrais quelques phrases un peu pour euh, voilà, pour, pour mettre dans le contexte, pour dire attention, temporiser un petit peu. Les années suivantes, 2025-2026, on verra sûrement un ralentissement des capex des boîtes sur ce. Non, 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 c'est tout est dingue, tout est génial, etc. Et forcément, il faut imaginer, il est dans un domaine où il double comme ça son chiffre d'affaires en extrêmement peu de temps, il le quadruple, c'est complètement hallucinant. Donc lui, il est sur un nuage, en fait. Il parle à des clients qui lui disent, mais vos produits, c'est génial, on en veut plus, on en veut plus, on en veut plus. Il est sur son petit nuage. Moi, je vais surveiller ça de près. Et en fait, la clé, et c'est là où j'ai bien aimé la question de Goldman Sachs, pour moi, la clé, c'est est-ce que ces clients vont générer de l'argent avec ça? Parce que c'est ça la finalité. En fait, il y a oui, les fournisseurs, est-ce qu'ils vont fournir, etc. Est-ce qu'NVIDIA, ouais. Mais à la fin, c'est est-ce que Meta, Netflix, Snap, Microsoft, Alphabet, tout ça, est-ce que les milliards qui filent aujourd'hui à Nvidia, est-ce qu'ils vont pouvoir les rentabiliser? À quel rythme ils vont pouvoir les rentabiliser? C'est ça la clé, parce que cette fameuse transition là, de l'informatique classique à des calculs plus rapides, etc., oui, c'est bien, mais il faut avoir l'argent. Et même si c'est ce qu'il faut faire, il y a potentiellement des boîtes qui ne sont pas prêtes à mettre tout l'investissement nécessaire. On sait que Mark Zuckerberg, il a investi 40 milliards dans le métaverse qui a planté. Je pense qu'un méta, Zuckerberg, il a retenu la leçon. Il ne va peut-être pas rebalancer comme ça 10, 20 milliards à Nvidia s'il n'y a pas des revenus en face. Donc pour moi, c'est vraiment, vraiment la clé. Et puis il y a ce truc des restrictions commerciales en Chine qui font que ben voilà, Nvidia est très dépendant à une poignée d'acteurs, en fait, les participants du cloud, les GAFAM, voilà, qui sont là. Donc je sais pas, c'est trop beau pour être vrai. Il y a un côté, c'est trop beau pour être vrai. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ça en vidéo. Et je vous rappelle, hein, pas de conseils de mon côté, c'est des faits. Voilà, je lis et j'écoute la présentation d'NVIDIA et c'est magnifique. Mais combien de temps ça va durer? Voilà, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez et à bientôt pour une prochaine émission, donc probablement une revue de portefeuille. Allez, ciao, à bientôt.